Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons l'exploration des matrices après avoir vu comment on pouvait représenter une matrice, quelles en étaient les propriétés et comment on pouvait finalement en faire un élément dans un langage de programmation comme Python pour pouvoir la manipuler. Nous avons vu comment nous pouvons mettre en place une matrice, comment nous pouvons la parcourir, comment nous pouvons accéder à un élément. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre aussi en place des opérations sur les matrices. Comment, par exemple, additionner deux matrices, multiplier deux matrices, et aussi comprendre dans quel cas de figure cela peut nous aider à résoudre un problème. Donc, je vais commencer par vous parler de l'addition matricielle. C'est une opération qui est assez facile, finalement, puisqu'elle diffère très peu de l'addition classique. Donc, il y a quelques règles à respecter, notamment sur le dimensionnement des matrices. En effet, pour pouvoir additionner deux matrices, il faut qu'elles aient le même nombre de lignes et qu'elles aient le même nombre de colonnes, donc qu'elles aient les mêmes dimensions. Toutes ces règles, en fait, vous allez les comprendre assez rapidement quand vous allez essayer de faire des additions de matrices. Vous allez voir très facilement que si jamais les matrices n'ont pas les mêmes dimensions, eh bien vous n'arriverez pas à les additionner, parce qu'à un moment donné, vous aurez une valeur en trop qui ne trouvera pas son pendant dans la deuxième matrice. Donc la matrice somme qui résulte de l'addition de deux matrices, c'est une matrice de même dimension que les matrices opérandes, donc même nombre de lignes, même nombre de colonnes, dont chaque élément est la somme des éléments des matrices opérandes à la même position. Donc, l'élément qui se trouve à la ligne I et à la colonne J de la matrice résultat est en fait la somme des éléments qui se trouvent à la ligne I et à la colonne J de la matrice 1, plus l'élément qui se trouve à la ligne I et à la colonne J de la matrice 2. Donc je vous l'ai représenté avec des couleurs, pour être plus facilement compréhensible. Donc là j'ai additionné deux matrices, une qui comporte les éléments 1, 2, 3, 4, la deuxième qui contient les éléments 5, 6, 7, 8, et vous voyez que j'ai mis en bleu l'élément 1, 1, première ligne, première colonne, en jaune l'élément 1, 2, première ligne, deuxième colonne, et ainsi de suite, et vous voyez qu'en fait j'ai fait la somme de tous les éléments qui se retrouvent en fait aux mêmes coordonnées. Là, pour avoir le premier élément de la matrice somme, l'élément dans la matrice somme c'est l'élément 1, 1, donc première ligne, première colonne, et bien j'ai additionné les deux éléments de première ligne, première colonne de la matrice 1 et de la matrice 2. Donc 1 plus 5, ça me donne 6 dans ma matrice de résultat. Et j'ai procédé de la même façon pour chacun des éléments de la matrice. Donc l'addition matricielle, c'est pas une opération très compliquée finalement, et on s'aperçoit rapidement que la matrice nulle est un élément neutre pour l'addition matricielle. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle que la matrice nulle, c'est une matrice qui ne contient que des zéros, et on voit bien que si on prend une matrice et qu'à chacun des éléments on ajoute 0, eh bien on se retrouve avec la même matrice en résultat. Et c'est pour ça qu'on dit que la matrice nulle est un élément neutre pour l'addition matricielle. On peut dire aussi que l'addition matricielle est commutative, c'est-à-dire que si vous avez trois matrices à additionner, A plus B plus C, eh bien en fait, peu importe que vous commenciez par additionner B et C ou additionner A et B, en fait vous allez arriver au même résultat. Et cette addition matricielle, elle est commutative justement parce que l'addition sur les nombres, elle est elle-même commutative. Donc elle profite des propriétés de l'addition classique. Donc, à quoi peut bien servir l'addition matricielle? On va l'illustrer avec un petit cas. On va repartir d'un exemple qu'on avait déjà vu lors de la présentation de la vidéo. On peut représenter, par exemple, sous format de matrice ou de tableau à deux dimensions, les distances qui séparent des villes. J'ai pris trois villes pour que l'exemple ne soit pas trop compliqué, Paris, Marseille et Strasbourg, et j'ai mis les distances qui séparent chacune de ces villes. Alors c'est les distances par route, si je me souviens bien, c'est pas les distances à vol d'oiseau. Donc Paris et Marseille sont séparés de 773 km, Paris et Strasbourg de 488 km, et Marseille et Strasbourg de 801 km. Donc on peut se dire ça, ce sont, si je travaille par exemple pour un réseau d'autoroutes, et que je veux donner de l'information à mes usagers. Ça, je sais que c'est les temps de trajet normal, lorsque tout va bien, qu'il n'y a pas de bouchons et qu'il n'y a pas de travaux. Maintenant, là, ces distances-là sont respectées, et maintenant, en fait, ce que je me rends compte, c'est que sur le trajet Paris-Marseille, en fait, il y a des travaux qui sont mis en place, et une déviation qui va ajouter 8 km au trajet Paris-Marseille. Seulement dans le sens Paris-Marseille. Dans le sens Marseille-Paris, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de déviation, et tout reste pareil.
comment je vais faire? Eh bien, je peux créer une matrice à côté qui va comprendre si finalement tous les imprévus, tous les écarts de distance qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a un contournement. Et là, je vais pouvoir dire simplement, je vais faire la somme des deux matrices, et je vais faire une égalité de matrices. Alors, ça se fait facilement dans Excel, hein. Il suffit que je prenne cet élément-là, je lui ajoute ça, et en fait, ensuite, je peux tirer facilement tout dans Excel, et ça va me rapporter ma matrice résultat de la somme. Alors là, vous voyez que je suis dans le cas où j'ai une matrice nulle, donc effectivement, je retrouve en résultat exactement la même matrice que la matrice dont je suis parti. C'est exactement les mêmes valeurs. C'est normal, on avait vu que la matrice nulle était un élément neutre par rapport à l'addition matricielle. Maintenant, je reprends le cas de mon contournement. Je sais que sur le trajet maintenant Paris-Marseille, je vais avoir des travaux et je vais avoir un contournement de 8 km. Donc je mets dans Paris-Marseille, je rajoute 8 km. Et vous voyez que l'addition matricielle m'a mis à jour directement le trajet Paris-Marseille. Maintenant, il fait, à la place de 773 km, il en fait 781. Et dans le cas qui m'intéresse ici, c'est que je différencie quelles sont les distances entre les villes classiques, c'est-à-dire quand tout va bien. Donc celle-là, je ne voudrais pas toucher ces données-là, puisque quand les travaux seront finis, on reviendra à ces données-là, donc celle-là, je ne veux pas les toucher. Et je peux utiliser une matrice qui, de manière temporaire, va modifier des valeurs que je vais fournir aux usagers de la route. Je vais leur dire, voilà, aujourd'hui, vous n'aurez pas 773 km à parcourir, vous aurez 781, dû à une déviation qui se trouve sur le trajet. Pareil, on pourrait dire qu'entre Strasbourg et Paris, pareil, il y a des opérations qui sont en cours entre Strasbourg et Paris, et qui vont nous rajouter 15 km également. Et vous voyez que la matrice résultat, elle va me donner maintenant les 503 de distance entre Strasbourg et Paris. Vous pouvez noter également que la matrice vous permet, puisque cet aspect de doublon que l'on peut voir au début, puisqu'effectivement entre Paris et Marseille-Paris, on trouve la même distance, eh bien, le fait d'avoir ces doublons dans la matrice permet de différencier un chemin par rapport à l'autre. Vous voyez que là, j'ai ajouté une distance seulement sur le trajet Paris-Marseille qui ne s'est pas répercutée sur le trajet Marseille-Paris, qui lui n'est pas affecté par exemple par les travaux et par une notion de contournement. Et donc cette addition matricielle me permet de garder les distances de base, celles que je ne veux pas modifier. Elle me permet temporairement d'ajouter des modifications par rapport au trajet que j'ai aujourd'hui. Si les travaux s'arrêtent demain, je peux remettre 0 et tout va reprendre son cours. Et va me donner donc une matrice résultat qui va me permettre de donner en temps réel aux usagers des routes les distances qu'ils auront à parcourir. Donc voilà comment peut être utilisée, par exemple, l'addition matricielle. Nous allons voir d'autres opérations sur les matrices, comme par exemple le produit par un réel. Donc là, il est toujours possible de multiplier une matrice par un nombre réel. Et là, ce n'est pas une opération très compliquée non plus. La matrice produit est de même dimension que la matrice opérande, et chacun des éléments de la matrice sont multipliés par le réel que l'on spécifie. Donc là, dans le même exemple, j'ai donné une matrice 1, 2, 3, 4 que j'ai multipliée par 3. Encore une fois, j'ai gardé le code couleur pour bien différencier tous les éléments. Donc l'élément 1 qui se trouve à la ligne 1 et à la colonne 1, je l'ai multiplié par 3 et il se retrouve dans la matrice résultat, toujours à la ligne 1 et la colonne 1. Et là, j'ai 1 fois 3 qui va me donner 3. Et j'ai fait pareil avec tous les éléments. On note que l'on peut également multiplier une matrice par -1 pour avoir son opposé. Et l'opposé d'une matrice A, on va noter ça -A. Et donc, on peut mettre en lumière des propriétés, comme quoi la matrice A, par exemple, à laquelle on ajouterait son opposé, en fait, donnerait la matrice nulle. Puisqu'effectivement, on se rend compte que chacun des éléments serait annulé par son opposé. On aurait 1, -1 qui donnerait 0, on aurait 2, -2 qui donnerait 0, et ainsi de suite. Et donc, A plus l'opposé de A nous donnera la matrice nulle. Donc ça, c'est quelques petites propriétés que l'on va mettre en évidence tout à l'heure lors de la programmation en Python. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le produit de matrice, qui est un petit peu plus compliqué cette fois que l'addition ou que la multiplication par un nombre réel.
Et on a encore une fois quelques règles à respecter, mais cette fois-ci les règles sont un petit peu plus complexes. Mais vous allez voir que quand on va mettre le cas en application, en fait toutes les règles vont sembler vraiment logiques. Donc pour pouvoir multiplier deux matrices A et B, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Alors ça peut être un petit peu compliqué comme ça quand c'est énoncé. On va voir tout de suite un exemple à suivre et vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce qu'on ne peut pas multiplier des matrices qui ne sont pas dans ce cas-là. La matrice produit a le même nombre de lignes que la matrice A et le même nombre de colonnes que la matrice B. Encore une fois, quand on va faire l'exécution de la multiplication de matrices, on va mettre rapidement en évidence ces différentes propriétés. Donc le calcul du produit de deux matrices se fait de la manière suivante. Je l'ai expliqué ici. On a deux matrices. Là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, une matrice 7, 8, 9, 10. Et je veux multiplier, ça c'est la matrice A que j'ai à gauche. J'ai mis la matrice B en haut. Et on va expliquer le calcul matriciel tout simplement. Chaque élément de la matrice résultat, la matrice résultat, vous voyez qu'elle a autant de lignes que la matrice qui est à sa gauche, que la matrice A, et elle a autant de colonnes que la matrice que j'ai positionnée en haut, la matrice B. Et chaque élément de ma matrice résultat va uniquement considérer les lignes de la matrice A qui sont sur la même ligne qu'elle. Donc là, par exemple, je suis sur la ligne 1 de la matrice, donc je vais considérer les éléments 1 et 2 de la matrice A, et qui va considérer la même colonne que là où je suis dans la matrice résultat. Donc là, je suis sur la colonne 1, donc je vais considérer la colonne 1 de ma matrice B. Et donc l'opération de multiplication, comment elle va se passer? Eh bien, je vais prendre le premier élément ici, de ma ligne, je vais le multiplier par le premier élément de ma colonne, j'aurai 1 fois 7, puis je vais prendre le deuxième élément de ma ligne que je vais multiplier par le deuxième élément de ma colonne là, ça va faire 2 fois 9, ça va faire 18, puis il ne me restera plus qu'à faire les 7 que j'ai trouvés ici, plus les 18, et j'aurai mon nombre 25, tout simplement. Si je passe à la colonne 2, eh bien, si je reste dans la ligne 1 et la colonne 2, je vais continuer à prendre la ligne 1 de ma matrice A, mais cette fois-ci, je vais passer à la colonne 2 de ma matrice B. Et donc, je vais multiplier 1 par 8, qui va me donner 8, et je vais multiplier 2 par 10, qui va me donner 20, et je vais additionner les deux, ce qui va me donner 28. Et donc, dans ma matrice résultat, à la ligne 1 et à la colonne 2, j'aurai le chiffre 28. Si je descends d'une ligne, cette fois-ci, je ne vais plus considérer, je vais passer à la ligne 2 dans ma matrice résultat. Cette fois-ci, je ne vais plus considérer la première ligne, donc je vais considérer la deuxième ligne qui contient 3 et 4. Et je vais toujours considérer la première colonne, et je vais faire 3 fois 7 plus 4 fois 9, et je vais inscrire le résultat ici. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. On va encore faire un petit exemple pour bien illustrer tout ça. Et vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en toutes lettres les opérations que je fais. Donc, chaque élément de la matrice résultat à la ligne I à la colonne J est en fait la somme de plusieurs multiplications, donc de l'élément de la matrice A à la ligne I à la colonne 1 fois l'élément qui se trouve dans la matrice B à la ligne 1 et à la colonne J, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est assez complexe finalement à comprendre, enfin, si on a compris le principe, on arrivera à le retrouver, mais c'est exactement ce que l'on va faire en programmation. Et vous allez voir que chacun de ces termes, en fait, va être une variable de parcours des différentes matrices. Donc le calcul matriciel, pour l'illustrer par un exemple, j'ai exactement repris ça ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que si je veux calculer l'élément en ligne 1, donc là vous voyez que j'ai une matrice de 3 lignes sur 2 colonnes, là j'ai une matrice de 2 colonnes sur 2 lignes, je fais bien la matrice A fois la matrice B, et donc ce que je vais faire ici, c'est que l'élément qui est ici, qui est en ligne 1, colonne 1, eh bien je vais considérer que les éléments qui sont sur la même ligne. Donc sur la même ligne, ça va être cela, et sur la même colonne, ce qui va être cela. Donc mon calcul, je vais les faire sur ces éléments-là. Je vais prendre ces deux éléments-là. Donc je vais multiplier 1 par 7. Je vais multiplier 2 par 9. Donc 1 fois 7, ça fait 7. 2 fois 9, ça fait 18. 18
9, 18, oui, une fois 7, 7, ouais, ça fait 25 en tout. Ok. Donc j'ai fini cette case-là. Je vais mettre la flèche de côté. Et je repasse donc tout en blanc. J'en arrive à mon deuxième élément. Je fais exactement pareil. Je récupère les éléments qui sont dans la colonne du dessus. Je récupère les éléments qui sont dans la même ligne. Et je vais faire, cette fois-ci, 1 fois 8, 8. 2 fois 10, 20. Et 20 plus 8, 28. Donc vous voyez, de placer les éléments comme ceci, ça vous permet de voir assez facilement quels sont les éléments sur lesquels vous allez devoir agir. Et donc, si jamais j'en arrive à la deuxième ligne, cette fois-ci, quand j'arrive à la deuxième ligne, donc l'élément que je veux calculer est ici, eh bien je vais prendre la ligne qui est là, et la colonne qui est juste au-dessus, et je vais de nouveau faire mes multiplications et mes additions. Donc je vous propose de vous montrer que la multiplication matricielle, ça peut être quelque chose qui peut finalement prendre plusieurs aspects, et des aspects qui peuvent couvrir plusieurs domaines. Là, on va essayer de rentrer dans le domaine du jeu de rôle en particulier, et on va essayer de montrer que la multiplication matricielle va pouvoir nous aider à optimiser nos personnages pour qu'ils soient, par exemple, qu'ils utilisent la meilleure classe possible pour leurs compétences. Dans les jeux de rôle, la plupart du temps, les personnages ont des caractéristiques. Ils ont des caractéristiques de force qui vont déterminer leur puissance, de frappe, d'agilité, ce qui va leur permettre de déterminer leur esquive et la rapidité qu'ils ont, d'intelligence, très souvent dans les jeux de rôle, c'est la statistique qui va permettre de lancer des sorts, et l'esprit, qui d'habitude est une caractéristique qui est plutôt pour les soigneurs. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des personnages. Je leur ai donné un nom, et je leur ai donné à chacun des caractéristiques. Ils ont chacun un nombre de force, donc Eldorn a 15 en force, il a 5 en agilité, il a 16 en intelligence, et il a 5 en esprit. Et là maintenant, si vous avez déjà vu pas mal de choses avec les matrices, vous êtes en train de vous dire, bah oui, on se retrouve clairement dans un tableau à 2 entrées, où on a les personnages d'un côté, on a les caractéristiques en haut, et donc c'est un tableau de dimensions, et là probablement ces valeurs qui sont là, on va pouvoir les représenter sous forme de matrice. Et c'est exactement ce qu'on va faire. La deuxième matrice que nous allons mettre en place, c'est que nous allons essayer de voir aussi quel est le poids de ces caractéristiques dans chacune des classes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, j'ai repris mes caractéristiques et j'ai mis des classes guerrier, mage, clerc, paladin. Et j'ai essayé d'estimer à peu près que pour faire un bon guerrier, eh bien 70%, je donne 70% d'intérêt à la force, 20% d'intérêt à l'agilité, 5% à l'intelligence et 5% à l'esprit. Donc vous voyez, là j'ai vraiment réparti des pourcentages, donc chacune des colonnes fait 100%. Le mage, lui, aura besoin de plus d'intelligence et d'un peu d'esprit, le clerc aura besoin de beaucoup d'esprit et d'un peu d'intelligence, le paladin aura besoin de beaucoup de force et beaucoup d'intelligence et un petit peu d'esprit. Et donc, vous voyez en fait que ce que je vais essayer de faire avec la multiplication matricielle, c'est d'essayer de voir, pour chacun de mes personnages, avec les caractéristiques dont il dispose, quelle est pour lui la classe qui lui conviendrait le mieux. C'est laquelle est la classe dans laquelle il aurait le plus de points. Donc normalement, je n'ai pas triché, donc c'est-à-dire que chacun des personnages a le même nombre de points, et chacune des classes, c'est des pourcentages, donc chacune des colonnes fait 100, fait 100%. Et donc on va essayer de faire le produit matriciel pour voir si on peut retrouver quelle est la classe la plus adaptée à chacun des personnages. Donc j'ai fait la multiplication matricielle, et vous vous rendez compte en fait qu'on obtient un nombre de points. Et là où le personnage obtient le plus de points, ça va être sa classe de prédilection. Donc là j'ai mis là où il a obtenu le plus de points en vert, et donc on voit que Keldorn a obtenu le plus de points pour la classe paladin. Viconia a eu le plus de points pour la classe clerc, Korgan pour la classe guerrier, et Aeri pour la classe mage. Donc là vous voyez qu'il y a aussi des écarts, c'est que Keldorn n'a pas beaucoup d'écarts où il aurait pu être mage et guerrier. Par contre, on se rend compte que Korgan, lui, s'il n'était pas rentré en tant que guerrier, il aurait eu beaucoup plus de problèmes à avoir une autre classe dans laquelle il avait vraiment très peu de points. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement, si vous avez compris comment on fait la multiplication matricielle, vous vous êtes rendu compte que là, ce que j'avais en en-tête ici, la force, l'agilité, l'intelligence et l'esprit, je le retrouve
je le retrouve ici en forme de ligne. La force, l'agilité, l'intelligence et l'esprit. Et donc, qu'est-ce que je multiplie? En fait, je multiplie le paramètre de force de chacun des personnages par rapport au poids de la force dans la classe. Donc, si j'ai un fort paramètre au niveau de la force et qu'en plus la force est recommandée pour la classe que je suis en train d'évaluer, je vais avoir un grand nombre ici, je vais avoir un grand nombre dans la classe, et donc la multiplication va me donner un grand nombre. Par exemple, j'ai Korgan ici qui a 20 en force, que je vais multiplier par les 70 de la force nécessaire pour le guerrier, ça va déjà me donner 1400, et donc vous voyez que sur les 1670 de points, il a déjà 1400 qui sont attribués uniquement à son score de force. Et donc, si jamais vous avez très peu de points, par exemple, ici à Eri a 4 en force, si jamais je voulais l'évaluer en tant que guerrier, eh bien les 70% du guerrier, avec 4 en force, ça lui ramènerait seulement 280 points, par rapport aux 1400 que ça a rapporté à Korgan. Et donc, là où ça va rapporter le plus de points, c'est quand vous avez la bonne statistique dans la bonne statistique qui est demandée pour la classe. Et donc, cette multiplication matricielle, elle nous permet facilement de savoir que Keldorn serait un bon paladin, Viconia un bon clerc, Korgan un bon guerrier et Aeri une bonne mage. Et à partir du moment où vous avez cette matrice qui est en place, eh bien vous voyez que vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez, autant de personnages que vous voulez, et vous pouvez tous les évaluer avec un seul produit de matrice. Donc ça peut être très intéressant. On va encore voir ici quelles sont les propriétés du produit de matrice. Donc on a la matrice identité qu'on avait déjà vue dans la vidéo d'avant, qui était en fait la matrice qui contient que des zéros à part des 1 sur la diagonale. On avait vu comment elle se construit. Eh bien, la matrice identité est l'élément neutre par rapport à la multiplication, puisque n'importe quelle matrice fois la matrice identité, ou la matrice identité fois n'importe quelle matrice, redonne la matrice. Et ça, c'est quelque chose qui s'explique assez facilement. C'est que si jamais j'avais ma matrice identité, ici, en fait, vous vous rendez compte que là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais multiplié, pour cette case-là, j'aurais utilisé cette colonne et cette ligne. Et vous voyez ce que je multiplie 1 par 1, et ensuite je multiplie 0 par 2, et j'aurais obtenu 1. Vous voyez qu'à chaque fois, cette matrice permet de prendre le premier élément et de nullifier le deuxième. Et donc en fait, sur cette colonne-là, je me retrouverai toujours avec le premier élément de ma ligne et le deuxième que je mets à 0. Donc je récupérerai le premier élément, ce serait 3. Le premier élément, ça serait 5. Et lorsque je multiplie la deuxième colonne, si je prends la deuxième colonne et la première ligne pour calculer le premier élément de la deuxième colonne, vous voyez que cette fois-ci, je nullifie le premier élément, donc j'ai 0 fois 1, et pour le deuxième élément, je fais 1 fois 2, et donc j'aurai 2. Et donc si je nullifie toujours le premier élément et que je récupère le deuxième, eh bien, je nullifie 3, je récupère 4, je nullifie 5, je récupère 6, et vous voyez que j'ai récupéré la même matrice de la matrice dans laquelle j'étais parti. Donc la définition de la multiplication matricielle nous indique que si A et B est défini, A fois B est défini, B fois A ne l'est pas forcément. Encore une fois, ça c'est parce que il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Et donc en fait, c'est pas forcément possible de calculer l'inverse d'une multiplication. On sait par contre que la multiplication est associative, donc si vous avez A fois B fois C, que vous commenciez par multiplier A fois B ou alors B fois C, vous arriverez au même résultat. Et enfin, la multiplication est distributive, ça c'est comme avec les nombres réels. A fois, entre parenthèses, B plus C donne A fois B plus B, A fois C. Donc ça c'est une propriété qui est vraie avec les nombres réels et qui reste vraie dans le cas des matrices. Enfin, il est possible d'utiliser des puissances avec les matrices, dont en fait la définition reste à peu près pareille que pour les nombres réels. Quand vous avez une matrice A au carré, en fait, ce qu'on a, c'est A fois A, une matrice A au cube, c'est A fois A fois A, et ainsi de suite. Donc on a aussi cette possibilité d'avoir des puissances dans les matrices. Je vais vous proposer aussi de retrouver quelques propriétés du calcul matriciel,
de la somme et de la multiplication, et de voir comment on fait tout cela en Python. Donc, on va commencer par écrire un algorithme qui fait la somme de deux matrices, après avoir vérifié que cette somme est possible. Donc qu'est-ce que j'entends par « est-ce que la somme est possible ?» Eh bien tout simplement, on a vu que la somme était possible seulement sur deux matrices qui avaient le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc je vous propose déjà de créer des matrices. Pour l'écriture, je vous renvoie à la première vidéo où on avait vu comment on crée des matrices. Je vais créer deux matrices. Donc je vais créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai ma première matrice qui comporte 3 lignes, 2 colonnes. Je vais créer une deuxième matrice qui cette fois va comporter 2 lignes et 3 colonnes. Matrice 2. La première chose que j'aimerais faire, c'est vérifier déjà que est-ce que je peux additionner deux matrices. Alors je peux additionner deux matrices seulement si le nombre de lignes de la matrice 1 est égal au nombre de lignes de la matrice 2 et que le nombre de colonnes de la matrice 1 soit égal au nombre de colonnes de la matrice 2. Pour les opérations qui retrouvaient le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'une matrice qui est définie par des listes de listes en Python, je vous laisse revenir à la première vidéo sur les généralités où on explique pourquoi on utilise ce type d'écriture. Donc là j'ai vérifié que le nombre de lignes entre les deux matrices est le même et le nombre de colonnes est le même. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai le droit de faire une addition. Si jamais ce n'est pas le cas, je vais déjà écrire que je vais me mettre addition impossible. D'accord. Ok, donc là je peux faire une addition. Comment je vais faire une addition? Eh bien tout simplement, je vais une fois de plus parcourir toutes les lignes de ma matrice. Donc cette fois-ci, je sais, si je suis là-dedans, ça veut dire que les matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc le nombre de lignes de la matrice 1 est identique au nombre de lignes de la matrice 2. Donc quand je vais faire un parcours, en fait, maintenant, peu importe si je parcours les lignes de la matrice 1 ou de la matrice 2, puisque de toute façon, ils ont un même nombre de lignes. Donc je vais parcourir les lignes de la matrice 1, je vais parcourir les colonnes de la matrice 1, et maintenant je vais faire une addition, et cette addition je vais la mettre dans la matrice, ce que je vais appeler la matrice 3. Donc je vais peut-être la déclarer ici. Je vais la déclarer ici et je vais la déclarer. Donc là, effectivement, on a des matrices qui ne sont pas. Pour l'instant, on va déjà tester ça. On a des matrices qui ne sont pas. Qu'on ne peut pas forcément additionner. On va déjà tester ça. Et on va voir déjà si ça fonctionne. Ok, addition impossible. Donc addition impossible, effectivement, puisque j'ai des matrices qui ne sont pas du tout dans le bon sens. Donc, on va reprendre la matrice 2, et cette fois-ci, on va la calculer en 8, 10. Ok. Donc là, normalement, ok, il n'affiche rien, mais l'addition impossible, c'est qu'on est passé là-dedans. D'accord. Donc je vais définir également une matrice 3, pour l'instant je ne vais pas trop m'embêter, qui a les mêmes dimensions que les matrices résultats. Donc ça, on verra aussi qu'on a la possibilité de le faire assez différemment. Mais pour l'instant, on va l'écrire comme ça pour nous simplifier la vie, avant de voir plus précisément comment utiliser les listes. Donc ma matrice 3, je l'ai déclarée avec exactement les mêmes dimensions que la matrice 1 et la matrice 2. Donc là, effectivement, ce programme-là, il n'est pas très évolutif, mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple de comment fonctionne l'addition. Après, on pourra le perfectionner. Donc, dans ma matrice 3, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais parcourir toutes les lignes
et toutes les colonnes de ma matrice. On voit que dans les boucles, ici, I va parcourir le nombre de lignes de la matrice, J va parcourir le nombre de colonnes. Donc je vais avoir toutes les combinaisons 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, et ainsi de suite. Donc chaque élément de ma matrice 3, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh bien, je vais mettre l'élément de la matrice 1 qui est au même indice ligne que la matrice 3 et au même indice colonne que la matrice 3. Et à ça, je vais lui additionner l'élément qui se trouve dans la matrice 2 au même élément ligne et au même élément colonne. Voilà. Et donc, une fois que j'ai terminé ça, il ne me reste plus qu'à afficher. Il ne me reste plus qu'à afficher ma colonne. Donc là, je fais pour I dans matrice 3, int I. Et donc, normalement, je devrais avoir la somme. On va lancer le programme pour voir si tout fonctionne correctement. 2, 4, 6, 8, 13, 16. Alors, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, 5 plus 8, 13, 6 plus 10, 16. Donc j'ai bien le résultat, j'ai bien fait la somme de deux matrices en ayant vérifié au préalable qu'il était possible de faire la somme. Ok. Essayons de voir maintenant s'il est possible de le faire avec une multiplication. La multiplication, je vous ai dit, elle est un petit peu plus complexe, mais on va la faire tout de même. Pour la multiplication, on va avoir besoin d'une matrice dont, je vous l'ai dit, quand on veut faire la multiplication de A et de B, on va avoir besoin d'une matrice qui a autant de lignes. Il faut que la matrice A ait autant de colonnes que la matrice B ait de lignes. Donc là, la matrice 1, elle a 3 lignes, 2 colonnes. Donc il faut que pour ma matrice 2, il faut qu'elle ait autant de lignes que la matrice 1 de colonnes. Donc là, j'ai 2 colonnes. Donc là, je vais me faire une matrice également qui a 2 lignes. Voilà. La matrice résultante, elle va avoir autant de lignes. Elle va avoir autant de lignes que de... Comment je vais dire ça? Elle va avoir autant de lignes que la matrice A. Donc là, j'ai bien 3 lignes. Elle va avoir autant de colonnes que la matrice B. Là, j'ai 2 colonnes. Donc elle a bien 2 colonnes. Donc là, je peux potentiellement faire ma multiplication là-dessus. Donc l'addition sera impossible, ça c'est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais également vérifier ici, est-ce que le nombre de colonnes de ma matrice 1 est bien égal au nombre de lignes de ma matrice 2. Et ça se teste comme ça. Donc ça, c'est le nombre de lignes de la matrice 2, et ça, c'est le nombre de colonnes, puisque c'est le nombre d'éléments dans le premier élément de la matrice. Donc dans ce cas-là, je peux faire quelque chose. Sinon, encore une fois, je vais dire que la multiplication impossible. Ok. Et donc, maintenant, il me reste à avoir la multiplication. Donc là, je vais encore une fois prendre une variable qui va parcourir toutes les lignes de... Cette fois-ci, je vais prendre qui va parcourir toutes les lignes de M3, de matrice 3, donc ma matrice résultat, et pour J, qui va parcourir également toutes les colonnes de ma matrice 3. Cette fois-ci, les colonnes, donc c'est le nombre d'éléments dans le premier élément. Et donc là aussi, je vais faire que matrice 3 de IJ, de IJ, et je vais essayer d'en trouver une égalité. Alors matrice 3 de IJ, si on reprend notre tableau Excel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va reprendre tous les éléments dans la matrice B qui sont dans la même colonne, et dans la matrice A qui sont dans la même ligne. Ok. Et je vais les additionner. Donc là, ce dont je vais avoir besoin, c'est je vais avoir besoin encore d'une variable de parcours que je vais appeler K, et qui va parcourir la longueur
le nombre de colonnes de la matrice 1. Pourquoi je vais parcourir le nombre de colonnes de la matrice 1? Eh bien vous voyez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre de multiplications que je vais devoir faire. Si j'ai deux colonnes dans la matrice 1, je vais avoir à faire deux multiplications. 1 fois 0, 2 fois 1. J'aurai donc deux multiplications à faire. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de compter. Très bien. Donc, matrice 3 de IJ, qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais à chaque fois rajouter la somme qui existait déjà avant. Je vais le faire par étapes. Et je vais y additionner la nouvelle multiplication. Donc je vais prendre l'élément qui est à la ligne I dans la matrice 1, qui est à la ligne I et à la colonne K, et je vais le multiplier par ce qui se trouve dans la matrice 2 à la ligne K et à la colonne J. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Tout simplement, on a vu que quand je calcule l'élément de la ligne I à la matrice 1, eh bien je récupère dans la matrice A tous les éléments de la même ligne. D'accord? Donc c'est pour ça que le I qui se trouve ici se retrouve aussi en ligne de la matrice 1. On a vu que quand je cherchais à calculer dans la matrice résultante un élément de la colonne J, donc de la colonne J, je prenais dans la matrice B tous les éléments qui étaient dans la même colonne. Et donc dans la matrice B, je prends tous les éléments de la colonne J. Donc là vous voyez, j'ai la même ligne que matrice 1, la même colonne que J. Et comment est-ce que je vais calculer en fait les différents éléments qui vont finalement se multiplier entre eux? Eh bien c'est cette variable K que je fais parcourir le nombre de colonnes de la matrice 1, donc il va avoir cet élément-là, puis cet élément-là, et qui va être multiplié par cet élément-là et cet élément-là. Donc vous voyez que là je vais avoir la colonne K va être multipliée par la ligne K, la colonne K va être multipliée par la ligne K. Et c'est exactement ce que je retrouve ici. La colonne K de matrice 1 est multipliée par la colonne K de la colonne 2. Et donc ça c'est quelque chose que c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre les différents indices qui se battent. Je vous encourage à l'essayer sur plusieurs matrices, à décomposer, à peut-être faire des prints dans ce genre de programme, pour voir un petit peu comment la multiplication se fait. Mais vous voyez en fait que la multiplication matricielle, même si c'est une opération très compliquée, le fait de jouer avec les indices, c'est quelque chose qui peut se résoudre en programmation assez facilement. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à écrire la matrice 3 pour voir si la multiplication s'est bien passée. On va tester ça. Oui, j'ai oublié le point. Ok, donc il me dit que l'addition est impossible, mais visiblement, il est arrivé à faire une multiplication qui m'a donné 7, 10, 15, 22, 23, 34. Donc moi je l'ai fait quoi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. On va essayer de la faire à la main pour voir si tout est bon. Donc là on va enlever les couleurs. On va le faire assez rapidement, les chiffres sont pas très grands. Donc on a 1 fois 1 ça fait 1, plus 2 fois 3 ça fait 6, donc là l'addition fait 7. 1 fois 2 ça fait 2, 2 fois 4 ça fait 8. On additionne les 2 ça fait 10. 1 fois 3 ça fait 3, 3 fois 4 ça fait 12. 12 et 3 ça fait 15. 3 fois 2 ça fait 6. 4 fois 4 ça fait 16. 16 et 6 ça fait 22. 3 fois 5 ça fait 15. 6 fois 4 ça fait 24. Ça fait 30. Oula, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je me suis trompé. 1 fois 5 ça fait 5. 3 fois 6 ça fait 18. Donc là ça fait 23. 2 fois 5 ça fait 10. 6 fois 4 ça fait 24. Donc là ça fait 34. Est-ce que c'est bien ce qu'on a récupéré? On a bien récupéré 7, 10, 15, 22, 23, 34. Donc effectivement, notre programme fonctionne. Nous sommes arrivés à faire une multiplication matricielle. Voilà, donc là, on a encore fait une petite vidéo pour nous montrer comment est-ce qu'on pouvait faire des
des opérations avec les matrices. On a vu l'addition, on a vu la multiplication par un réel et on a vu la multiplication matricielle. Pour chacun des cas, on a essayé de l'illustrer avec un exemple. On a illustré l'addition matricielle avec une gestion d'autoroute qui nous permettrait de savoir s'il y a des différences de kilométrique dues à des travaux et à des contournements. On a vu également qu'il était possible d'utiliser la multiplication matricielle dans un cas peut-être un peu inattendu pour voir comment on pourrait optimiser finalement chaque personnage qui aurait des critères par rapport à la classe qu'il pourrait choisir de jouer en fonction de l'importance de ces critères pour la classe. On a vu ensuite comment est-ce qu'on pourrait transposer toutes ces propriétés en Python pour essayer de les comparer. On a additionné deux matrices, on a multiplié deux matrices, et on a vu en fait que la vue matricielle avec les indices de lignes et de colonnes, c'est quelque chose qui se prêtait très très bien à la programmation en Python, puisque les indices, c'est exactement ce qu'on utilise aussi pour parcourir les éléments listes. Donc, c'est quelque chose finalement, les matrices, qui sont une notion mathématique qui se programme très très bien. Et à partir du moment où on a des fonctions qui marchent pour calculer les multiplications et les additions, finalement, on va manipuler très très vite des matrices. Donc je vous donne rendez-vous à très vite, parce qu'il y a encore une partie que j'aimerais voir sur le calcul matriciel, c'est les matrices qui vont nous permettre de résoudre des systèmes d'équations. Donc on va aller encore un petit peu plus loin dans l'exploration matricielle. Et donc jusque-là, je vous souhaite une bonne journée.